Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, comment allez-vous ? Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode basé sur une tribune que j'ai écrite qui aborde cette fois-ci un sujet qui intéressera particulièrement les parents ou les gens qui ont des enfants dans leur entourage. La parentalité, c'est un sujet j'ai l'impression qu'il est un peu délaissé ce sujet, mais qui est quand même beaucoup au cœur de ce que je veux raconter dans Les Équilibristes. Le sous-titre, un temps, c'était Les Équilibristes, histoire de parents qui jonglent joyeusement. Maintenant, la parentalité, c'est moins le focus, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis moi-même mère, c'est aussi le point de départ de ce podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais envie de remettre quelques sujets parentalité un peu plus en avant, dont cette tribune que j'ai écrite récemment, encore une fois pour Welcome to the Jungle, sur cette notion d'équilibre vie pro-vie perso dès l'enfance. Intitulé « Équilibre vie pro-vie perso, pourquoi il faut l'enseigner dès l'enfance ?» Dans cet épisode, j'aimerais bien revenir sur cette tribune, je vais vous la lire, comme dans l'épisode de la semaine dernière, et je voudrais en développer certains points que le format tribune permet pas toujours de développer, mais qui me semblent intéressants, ou des choses que j'ai vues, écoutées, entendues par la suite. Alors je vous la lis. L'équilibre des temps de vie est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années, et c'est pas moi qui vais m'en plaindre. La pandémie et ses conséquences ont eu le grand mérite de pousser cette réflexion chez beaucoup d'humains à travers le monde. À quoi ai-je envie d'employer mes précieuses ressources de temps, d'énergie, d'attention ? On le voit très nettement en France, pays contradictoire qui jongle entre sa fierté des 35 heures et le terrible règne du présentéisme. Ces interrogations sont celles d'adultes. Mais et si tout partait de beaucoup plus tôt, de nos enfances ? De quelle manière notre manière de concevoir l'école, le temps d'apprentissage, les contraintes horaires et les devoirs à faire, versus tous les autres pans de nos vies, influe sur notre manière d'envisager, entre guillemets, l'équilibre vie pro-vie perso ? L'occasion de se rendre compte que cet équilibre n'est pas qu'une question d'allocation de ressources, de temps et d'attention, mais aussi la manière dont on se définit, par notre métier ou par autre chose, et la manière dont on aborde le travail, pénible ou enthousiasmant. Les jeunes Français travaillent beaucoup. Trop ? Faisons un peu les comptes. C'est prouvé. Les jeunes Français et Françaises travaillent plus d'heures que la moyenne européenne sur l'ensemble de leur scolarité. Environ 9000 heures versus 7700 heures en moyenne. Ils ont les vacances qui reviennent le plus fréquemment, 2 semaines de congé toutes les 7 semaines en moyenne, et le moins de jours de classe au primaire et au collège, 162 jours environ contre 170 à 190 dans les autres pays européens. Résultat, des journées longues, 6 heures par jour au primaire en France versus 4,2 heures par jour en Europe, laissant peu de place aux loisirs et au repos et imposant un rythme soutenu. Sans compter les heures de garderie et d'études, le matin et le soir, qui permettent d'aligner les journées d'école sur les journées de travail des parents. À cela s'ajoute le temps des devoirs, légèrement plus élevé en France que la moyenne de l'OCDE, 5,1 heures par semaine pour les jeunes de 15 ans, devoirs que les parents plébiscitent. Gare à l'enseignant qui ose en donner peu, ou pas. Les devoirs restent synonymes chez nous d'investissement dans la scolarité et de gage de réussite scolaire. C'est un débat intéressant, mais c'est pas le sujet, et nous n'y entrerons pas ici. Résultat bis, un niveau de stress élevé des enfants français. Ça ressemble beaucoup à nos rythmes de français adultes. Il est difficile ici de ne pas penser à la vidéo du docteur en neurosciences Albert Moukébert qui explique si bien l'absurdité de travailler intensément toute l'année pour s'écrouler ensuite en vacances. Une composante de leurs jeunes identités. Dès l'enfance en France, on classe, on note. Beaucoup.
avec le risque que les enfants apprennent à se définir par cela, ou que les acquis plus difficiles à mesurer et pourtant fondamentaux dans la vie courante, les fameux soft skills, ne passent en arrière-plan. Par exemple, le fait de s'investir dans autre chose que le travail scolaire n'est pas spécialement encouragé ou valorisé en France. A contrario, aux États-Unis, par exemple, aucune chance d'entrer dans une université prestigieuse sans démontrer une forme d'excellence dans l'engagement associatif, dans un sport ou dans des projets entrepreneuriaux. Sans porter de jugement de valeur sur un système qui serait mieux qu'un autre, le bénéfice de valoriser autre chose que les résultats en maths se traduit par l'encouragement implicite à investir d'autres pans de sa vie que la scolarité, et ce, dès le plus jeune âge. Une bonne habitude à prendre pour éviter, à l'âge adulte, de répondre par son intitulé de poste quand on nous demande ce que l'on fait, entre guillemets, dans la vie. Même si la place du travail dans la vie des Français a beaucoup reculé en 30 ans, en 2021, le travail est très important pour 24% d'entre eux versus 60% d'entre eux en 1990, le travail reste une composante identitaire très forte chez les Français par rapport à leurs voisins européens. Une question de mentalité et de culture. Dans la sensation d'équilibre vie pro-vie perso, il y a un paramètre important, beaucoup plus difficile à quantifier. L'esprit dans lequel on fait les choses. La mentalité avec laquelle on aborde un sujet, la manière dont on l'approche. Je pense par exemple au plaisir d'apprendre, au plaisir de travailler, dont on parle si peu. Je dois dire que je suis un peu biaisée. J'ai intégré le système scolaire français à l'âge de 10 ans et découvert avec perplexité qu'en France, le matin, on disait « travaille bien » ou « sois sage » aux enfants. Aux États-Unis, où je venais de passer 5 ans à l'école, on disait « enjoy »,« have fun ». 30 ans plus tard, ça n'a pas beaucoup changé. Un décalage immense qui en dit long. L'école en France, c'est lieu de l'apprentissage descendant. Les enquêtes PISA, pour Program for International Student Assessment de l'OCDE, évoquent, je cite, la difficulté des élèves français à mobiliser leurs connaissances et à exercer leur esprit critique pour affronter des situations qui sortent des habitudes du travail scolaire. C'est flagrant dans les amphis des études supérieures. Les étudiants français n'ont jamais de questions, alors que leurs collègues étrangers bombardent les profs de contre-exemples et d'idées différentes. Quel rapport avec l'équilibre vie pro-vie perso ? L'équilibre se nourrit de la possibilité de trouver du plaisir, y compris dans le labeur, dans l'apprentissage, dans le travail. Il se nourrit aussi du sentiment d'avoir prise sur son vécu. Rendre les apprentissages aussi ludiques que possible, par exemple, sans considérer que ça les rend moins sérieux ou valables, peut réduire la pression qui s'exerce sur les enfants et leur donner le goût de l'effort, important dans la vie, sans celui de la souffrance. Laisser les enfants être des enfants, en somme. En cette rentrée scolaire, l'invitation pourrait être celle-ci. Résister à la tentation de mettre sur les épaules de nos enfants la même pression qui a été mise sur les nôtres. Ne pas les inscrire à toutes les options et autres cours de rattrapage en tous sens. Et ne pas les valoriser que lorsqu'ils ramènent des bonnes notes à la maison. Pour s'aider, il est utile de se rappeler une chose. Dans leur développement, nos enfants ont un besoin primordial de loisirs sans enjeu, de repos, d'ennui même. Et le message que nous leur passons, volontairement ou pas, celui de la place et de la valeur du temps dit non productif dans leur quotidien. Une réflexion un peu philo à nous appliquer nous-mêmes pour cette rentrée ? Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir et que j'aimerais développer. La première chose, c'est une forme de nuance pour dire que l'idée, c'est pas d'idéaliser un modèle plutôt qu'un autre. Les reproches, entre guillemets, que je fais au système français de ne valoriser les enfants qu'à travers les notes, je l'entends aussi dans quantité d'autres pays, y compris les États-Unis, qui est un pays où la pression de réussite à l'école se transmet finalement dans autre chose, mais dans la pression de faire des activités prestigieuses, des activités qui, entre guillemets, rapportent des points pour les universités auxquelles on les destine par la suite. Donc, la pression, elle se décale sur autre chose. Mon propos n'est pas de dire qu'il y a un pays qui a tout compris par rapport aux autres. Même chose sur le « tu fais quoi dans la vie ?» C'est très intéressant. J'ai cette double culture, donc je lis beaucoup de choses aussi venant des États-Unis. Et ce reproche de dire que à l'âge adulte, à la question « tu fais quoi dans la vie ?» on se définit par son travail, ça je le lis aussi beaucoup côté américain, et qui eux trouvent qu'en France on a sacrément tout compris parce qu'on a les 35 heures, parce qu'on a le droit à la déconnexion. Donc voilà, on voit toujours les autres cultures sous un prisme idéalisé tant qu'on n'est pas dedans. Donc mon propos n'est pas de dire qu'il y a un modèle parfait, pas du tout. Je voudrais revenir sur 2 choses qui me paraissent vraiment importantes ici. La première chose, c'est la notion de plaisir et le côté ludique des apprentissages qui se transmet ensuite, qui se manifeste ensuite dans un côté ludique au travail. C'est fou à quel point le côté ludique n'a pas sa place. Ou alors si dans des séminaires qu'on fait une fois par an et où le pitch à l'agence qui organise le séminaire, c'est vraiment il faut que ce soit fun. Mais voilà, le fun, comment est-ce qu'on l'intègre au quotidien ? Je voulais partager avec vous des souvenirs d'enfance que j'ai sur l'apprentissage de la lecture. Quand j'ai appris à lire,
J'étais aux États-Unis donc, et on avait un calendrier où tous les soirs on devait lire un petit peu, mais alors dans des situations rigolotes. Donc par exemple, on devait lire un livre sur la mer ou sur la natation, on devait le lire dans la baignoire ou dans la douche. On devait lire des livres de la collection Curious George, qui est une série de livres, l'histoire d'un petit singe qui s'appelle George. Je crois que ça existe en France, George le Curieux ou quelque chose dans ce style, mais bref, il fallait qu'on lise des petits livres Curious George en mangeant une banane, et ainsi de suite. Et tous les soirs, il y avait une occasion de s'amuser en apprenant à lire. Donc il n'y avait pas du tout le côté je bute sur les syllabes, je bute sur les lettres, oh là là, j'y arrive pas, mais plus oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on va encore faire de rigolo ce soir. Et j'ai l'impression, alors là aussi je suis biaisée, j'ai l'expérience de mes enfants et les expériences des enfants autour de moi, on a fait énormément de progrès, mais il y a quand même encore ce biais culturel en France de si c'est trop ludique, alors ce n'est pas sérieux, alors l'apprentissage peut pas être ancré, solide, durable. Et ça me semble être un biais tout à fait dommageable, autant pour les enfants que pour ce qu'ils vont ensuite intégrer comme idée que si c'est fun, c'est louche. En gros, je schématise. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut amener cette notion de plaisir et cette notion de fun dans des choses qui, par définition, ne le sont pas forcément. Et donc, de les amener à se dire, deux choses apparemment contradictoires peuvent être vraies. Il y a du plaisir dans les responsabilités. Il y a du plaisir dans le fait de persévérer même quand c'est difficile. Cet apprentissage-là, il est hyper important. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette notion de temps de repos et de temps non productif. Quand on est adulte, en 2023, je n'ai pas été adulte en 1960, ni en 1980, mais en tout cas en 2023, il y a toujours quelque chose à faire. Les listes sont sans fin. Absolument sans fin. Et les outils digitaux accentuent le côté infini de nos tâches, de choses à faire. Il y a toujours un groupe WhatsApp auquel vous n'avez pas répondu. Il y a toujours des emails qui sont non lus. Une des clés, à mon sens, aujourd'hui, d'une espèce de sérénité psychique, c'est de faire la paix avec le fait que les choses resteront non lues, non faites, et d'être à l'aise avec ça. Ça, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ne rien faire est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard parce qu'on aurait tout fini. On n'a jamais tout fini. C'était ce qu'évoquait d'ailleurs Christophe André dans l'interview que j'avais faite de lui, où il évoquait le côté infini des choix, le côté infini des options qui s'offrent à nous. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents avaient une bibliothèque qui était un meuble aux dimensions finies, qui pouvait contenir un nombre fini de livres. Donc on pouvait avoir lu la bibliothèque, on pouvait avoir lu les livres de notre entourage. Aujourd'hui, c'est infini. Vraiment au sens de l'inverse de fini. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, le repos se vit comme un luxe, comme une récompense quand on aura tout fait, plutôt que comme une composante essentielle, et j'emploie ici le mot normal, entre guillemets, de la vie, voire, pour revenir à une vision plus productiviste, finalement le carburant pour pouvoir faire tout le reste. Si on n'est pas reposé, on ne peut pas faire, on ne peut pas être, on a besoin de repos. Quand on travaille sur cette notion de repos en coaching avec mes clients individuels ou entreprises, les sentiments qui accompagnent le repos, ce sont des sentiments de culpabilité, de honte, mais qu'est-ce que je vaux si je suis pas en train de faire finalement ? C'est pas nouveau tout ça, hein. Blaise Pascal disait déjà au XVIIe que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Le repos nous renvoie au repos éternel. Donc il y a quelque chose d'angoissant, quelque chose d'anxiogène qu'on s'efforce à tout prix d'éviter en usant de 1000 tactiques, dont le travail et le surtravail. Pour en revenir à la tribune, le fait de valoriser le repos comme étant une composante essentielle de la vie, et pas quelque chose de superflu ou pire de honteux, est quelque chose que nous avons à transmettre, nous adultes. Quelque chose avec lequel nous avons à devenir plus à l'aise pour pouvoir le transmettre sereinement à nos enfants. Et j'en viens à mon dernier point, qui est la question du modèle. J'ai lu il y a peu et partagé dans mon groupe de coaching de groupe en même temps un article du Harvard Business Review qui s'appelle « Your feelings about work-life balance are shaped by what you saw your parents do ». Vos sentiments à propos de l'équilibre vie pro-vie perso sont modelés par ce que vous avez vu vos parents faire. On s'en doute un petit peu, ça paraît tout à fait logique, intuitif de se dire que, comme beaucoup d'autres modèles familiaux, on reproduit ce modèle de comment est-ce qu'on considère le temps de repos, comment est-ce qu'on considère la place du travail, comment est-ce qu'on considère les rôles au sein du foyer.
C'est un article très intéressant, je vous le mets en lien dans les notes de l'épisode, tout comme le lien vers la tribune, vous aurez tout dans les notes, comme d'habitude. Mais je vous conseille de le lire parce que ça permet de remettre la question du choix et de remettre des questions là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vécu moi ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai intégré comme étant la norme ? Et qu'est-ce que j'ai envie de transformer ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder ? Qu'est-ce qui, finalement, ne répond plus ni à mes besoins, ni à mes envies, ni à celles de mon entourage ? Et comment j'ai agi pour incarner autre chose, si c'est mon souhait ? L'équilibre, ça veut rien dire en soi. L'équilibre vie pro, vie perso, ça ne veut rien dire. Parce que si je vous interroge tous les uns après les autres, vous aurez tous une définition différente. Et si je vous réinterroge dans 15 jours, vous aurez certainement une définition différente de celle d'aujourd'hui. Donc ça ne veut rien dire en soi. Mais souvent, ce dont on parle, c'est de la place du travail en termes de temps, d'énergie et de la place du travail dans notre identité. Et c'est là où c'est intéressant de ramener de la question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, la place qu'occupe le travail versus tout le reste de ce que je pourrais être en train de faire, toutes les autres manières dont je pourrais me définir, est-ce que ça me convient ? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants ? Quel lien entre le travail, l'effort, la pénibilité, le plaisir ? Qu'est-ce que je suis en train de leur dire sans leur dire ? C'est vraiment l'invitation pour clore cet épisode, c'est d'incarner aussi le fait qu'on se définit de plein de manières. Que vous vous définissez de plein de manières auprès d'eux, que vous vous définissez comme leurs parents ou leur oncle, leur tante, leur ami, leurs grands-parents, mais aussi comme des gens qui travaillent, si c'est le cas, comme des amis, comme des proches, comme des citoyens, comme des passionnés de jujitsu, de danse ou de vélo. Bref, que les multiples dimensions de nos vies contribuent toutes à raconter une partie de qui nous sommes. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ? J'adore vous entendre, j'adore vous lire, j'ai eu des retours très intéressants au sujet du dernier épisode sur une autre tribune. J'adore vous lire, donc n'hésitez vraiment pas à venir partager vos vécus, vos analyses, que ce soit sur LinkedIn, sur mon profil Sandra Fiodo ou Conscious Cultures, CONSCIOUS et culture au pluriel, ou sur mon site www.leséquilibristes.com. Sous l'épisode, il y a une partie commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, je vous réponds, et on a des discussions aussi comme ça qui sont extrêmement riches pour nourrir tout ce travail et la suite. Merci encore de votre écoute, de votre fidélité. Si vous avez des envies, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire non plus. Sandra@conscious, CONSCIOUS culture au pluriel.com. Vos idées et vos désirs sont les bienvenus pour faire de ce podcast un endroit qui vous nourrisse, qui vous permette d'avancer et qui nous permette collectivement de rendre ce sujet de l'équilibre des temps de vie un sujet vivant au sein de nos organisations et de nos vies individuelles. À très bientôt. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious, culture au pluriel.com, consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode.